plein de bises. Merci pour ceux qui ont commencé à partager la vidéo. Merci. Jeanne Akadi. Bonjour. Alasco le mémé. Bonjour. J'embrasse tout le monde. Je voudrais ce soir, depuis la France, depuis Paris, parler de cette actualité. Et il y a plusieurs actualités en ce moment qui gazent sur la toile. Mais celle-ci, je ne pas que j'ai préféré celle-ci, mais je voulais aborder cette actualité qui est la création d'un nouveau parti politique de l'ex-président, M. Laurent Gbagbo, en Côte d'Ivoire. Je voulais parler de cette actualité et surtout saluer tout Abidjan et saluer toute la jeunesse de Côte d'Ivoire parce qu'il est important. Sur les réseaux sociaux, comme je l'ai dit, Natacha Panté, je t'embrasse. Sila Moser, Idriss Cissé, Ben Le Chaneux, je vous embrasse tous. Mais comme je l'ai dit, le comportement de la classe politique a forcément, malheureusement, une répercussion sur la masse, sur une partie de la population. Donc, quand on voit les choses venir, je pense qu'il est de notre devoir en tant que citoyen d'interpeller surtout la jeunesse et beaucoup les femmes, parce que à chaque crise, les femmes sont au cœur des crises. Et quand il y a des crises, c'est les femmes qui sont les premières victimes des crises, de part et d'autre. C'est la jeunesse qui perd la vie. Donc, il est important pour moi, en tant que responsable associative et blogueuse, influenceuse, de pouvoir m'adresser à la jeunesse de Côte d'Ivoire pour ne pas qu'elle tombe à nouveau dans les erreurs du passé et dans l'amalgame du passé et dans la démagogie du passé. Je pense que cette chanson elle est intéressante de Kimon, Ramsès de Kimon, donc qui est un artiste ivoirien, qui dit effectivement qu'il ne risque rien, n'a jamais rien, mais la vérité rougit les yeux mais ne les cache pas. Et comme je l'ai toujours dit, j'essaie d'être une femme de vérité. Je ne suis pas parfaite, mais j'essaie d'être une femme de vérité. Et je pense que je dois la vérité à ceux qui me suivent, ceux qui m'écoutent. Et je dois la vérité aussi à moi-même. Parce que spirituellement, je me dois la vérité. Et c'est la vérité qui nous permet de grandir. Et cette vérité-là, on va la dire ce soir à 20h21, heure de Paris. Monsieur Laurent Gbagbo, rentré de la Cour pénale internationale, selon l'actualité, a décidé de créer un nouveau parti politique à 76 ans. Je pense qu'il est important de rappeler à la classe politique ivoirienne, à certains leaders politiques, ou à tous les leaders politiques d'ailleurs, pas certains, à tous les leaders politiques, à tous les partis politiques, de les rappeler aussi aux principes démocratiques, c'est vrai, mais à l'ordre aussi, c'est vrai. Mais le principe démocratique est accompagné d'un comportement démocratique. Ça aussi, c'est important. Parce qu'il faut donner, je pense que ce qui nous arrive est arrivé à la Côte d'Ivoire dans le passé, pour ne pas que ça se répète dans le présent et dans le futur, il faut rappeler continuellement à notre classe politique que nous avons évolué et que les mentalités ont changé. Akissi et Bas, je te salue. Les mentalités ont évolué. Il faut rappeler à la classe politique, moi je considère de vieille classe politique, puisque oui, elle est vieille, cette classe politique. Elle n'est pas jeune. C'est une classe politique qui date de 30 ans, de 40 ans, de 70 ans. Il faut rappeler à cette vieille classe politique que les mentalités ont changé et nous avons évolué. Nous ne sommes plus la jeunesse d'hier prête à porter les léquets à aller mourir pour X ou Y. Ce n'est pas la jeunesse de 90. Ce n'est pas les Ivoiriens de 2000. Ce n'est pas les Ivoiriens de 2004, de 2005, ni même de 2010. Les choses ont évolué et nous avons évolué et Dieu merci. Et c'est dans ce sens-là que je vais porter mon sujet ce soir. Je voudrais rappeler à M. Laurent Gbagbo, avec tout le respect que je lui dois, un ancien président selon les institutions de notre pays, je respecte. Mais en même temps, je pense que peut-être qu'il est encore déconnecté de la réalité du terrain ou de la mentalité des Ivoiriens qui ont évolué. Sans doute, il est un peu décalé, mais ça se comprend. Nous-mêmes, qui ne sommes pas en prison, quand on fait des années en Europe, quand on retourne au pays,
on est perdu, on a perdu tout repère. Donc parfois on est perdu, on a besoin de personnes vraies, de personnes capables de nous guider, de nous accompagner pour pouvoir retrouver un peu de repères. Même malgré qu'on nous guide, on nous accompagne, on perd quand même les réflexes, les repères. Donc je pense qu'aujourd'hui, M. Laurent Gbagbo, pour moi, pour ma part, en termes de mon analyse, il a un peu perdu les repères. Il n'a pas compris que les Ivoiriens ont évolué. Il n'a pas compris que les Ivoiriens ont grandi. Il n'a pas compris que les mentalités ont changé. Les jeunes hier prêts à porter les léquets, aller mourir devant une résidence, ne sont plus. Oui, certains sont morts, malheureusement par ignorance, malheureusement par manipulation. Oui, c'est vrai. On déplore tous ces morts. Mais aujourd'hui, les vivants ne sont plus prêts à aller se mettre et nous devons les sensibiliser à ne plus rentrer dans le jeu politique de cette classe, vieille classe politique qui a pour seul instrument de créer des clashs, comme on le dit dans le jargon des réseaux sociaux, des clashs, mais des guerres inutiles qui mettent en mal la cohésion sociale, qui mettent en mal la République, qui mettent en mal une partie de la population et qui amènent à des confrontations, à des affrontements et vraiment, ça ralentit le développement d'un pays. Ça ralentit le... Excusez-moi, je lisais un commentaire à la fois. Ça ralentit le développement d'un pays. Monsieur Laurent Gbagbo est de la Constitution, le droit dit à chacun est libre de créer une entreprise, de créer un parti politique, de créer une association. C'est la liberté de chacun. Mais monsieur Laurent Gbagbo n'est pas n'importe qui non plus. C'est pas un monsieur tout le monde ou un monsieur lambda. C'est quand même un ex-président qui a occupé des responsabilités dans ce pays, qui a été quand même un opposant de premier rang dans ce pays et qui a occupé des responsabilités, qui a dirigé ce pays durant 10 ans, dans des conditions où le pays était complètement fracturé, où la Côte d'Ivoire était déchiquetée, où la Côte d'Ivoire était divisée, où ceux du nord ne pouvaient pas aller au sud, ceux du sud ne pouvaient pas aller au nord. Dans un pays de séparatisme, on se croirait pratiquement comme aux États-Unis, le nord et le sud. Donc, monsieur Laurent Gbagbo, il a dit, hein, pourquoi tu me regardes et puis tu m'appelles, vraiment, mes parents au délicat, là, ils vous embrassent. Donc, vraiment, je veux dire que M. Gbagbo, dans la classe politique, dans tout ce qui s'est passé dans notre pays, il n'est pas non plus dire qu'il n'est pas, je veux dire, innocent de ce qui se passe et ce qui s'est passé. Donc, je veux vraiment interpeller M. Laurent Gbagbo et peut-être l'aider. Voilà, je pense que c'est le terme qu'il a, l'aider. Parce que, voyez-vous, autour des personnalités politiques, parfois des pouvoirs, parfois des gouvernements, parfois des gouvernants, il y a beaucoup de courtisans. On les appelle les courtisans du roi. Il y a beaucoup de courtisans. Et les courtisans, c'est ceux qui sont juste là pour gagner leur pain. Et ce sont les courtisans qui sont incapables de rappeler parfois les personnalités, parfois les chefs d'État, parfois les gouvernements, parfois les premiers ministres, parfois les autorités. Ils sont incapables même de leur dire leur part de vérité. C'est-à-dire, quand ils voient la vérité, ils sont incapables de leur dire, parce que pour eux, ils se disent, ah, si je dis que c'est blanc, que lui me dit que c'est noir, il va me couper les vivres. Donc, je préfère dire c'est noir comme lui dit c'est noir. Ceux-là, ce sont des courtisans. Et je pense qu'autour de M. Laurent Gbagbo, il y a beaucoup de courtisans. Il y a beaucoup de courtisans qui n'ont pas cette capacité, qui sont incapables d'orienter M. Laurent Gbagbo, qui est désorienté, qui a vraiment perdu les repères. C'est pour ça que je prends l'exemple de nous qui vivons dans la diaspora. Nous qui vivons en Europe. Quand on retourne en Côte d'Ivoire, je vous assure qu'on perd nos repères. On perd nos repères. Donc, quelqu'un qui a un certain âge très avancé et qui a fait 10 années de prison, il est paumé. Donc, s'il n'y a pas de personne viable, fiable pour l'orienter sur le bon chemin, il va encore tout droit dans le mur. Il va encore tout droit dans le mur. Je dis la vérité, rougit les yeux, mais ne les casse pas. Je suis Gouzana Ounou. Et c'est sur les réseaux sociaux là.
J'ai toujours eu un discours de vérité envers vous. J'ai toujours eu un discours de vérité envers vous. Et je me dois la vérité. Je vous dois la vérité. Sur ces mêmes réseaux sociaux, j'ai toujours donné ma part de vérité. Parfois, elle est rude. Parfois, elle est choc. Elle peut choquer, elle peut déranger, mais c'est une vérité. Elle ne casse pas les yeux, elle va juste les rougir. Mais celui qui te dit la vérité est mieux que celui qui te ment. Parce que celui qui te ment, il va te conduire tout droit dans la merde. Celui qui te ment va te conduire tout droit dans le trou. C'est quand tu tombes dans le trou, là, il cherche encore d'autres personnes, il va aller s'accrocher, qu'il va pousser, encore pour tomber dans le trou. Il faut dire, il faut rappeler, il faut donner les repères, les bons repères à M. Laurent Gbagbo, qui est désorienté. Il n'a pas compris. Il ne sait pas que les Ivoiriens ont évolué. Il ne sait pas que les mentalités ont évolué. Expliquez-moi comment à 76 ans, un homme politique, fondateur du Front Populaire Ivoirien, un des fondateurs du Front Populaire Ivoirien, le premier parti politique de Côte d'Ivoire de l'opposition, premier parti politique de Côte d'Ivoire de l'opposition sur Félix Houphouët-Boigny. Là, je suis en train de vous parler avec franchise. J'ai dit, je vous dois la vérité. Moi, je ne fais pas le culte de la personnalité. Je ne cherche pas poste avec quelqu'un. Donc, je ne peux pas mentir. Quand c'est bon, je dis c'est bon. Quand c'est pas bon, je dis c'est pas bon. Je me dois d'orienter. Et ceux qui me suivent, ceux qui sont là, qui me suivent au quotidien, je leur dois une parole de vérité, un discours de vérité. Premier parti de l'opposition de Côte d'Ivoire, le Front Populaire Ivoirien. Premier parti qui a milité pour le multipartisme. Le premier parti qui a affronté et qui a été l'opposition de feu Félix Houphouët-Boigny, dont du PDCI RDA. Mes frères et sœurs, ça fait des années qu'ils sont dans la vie politique. C'est des anciens. Comment Houphouët-Boigny a dirigé la Côte d'Ivoire pendant 40 ans. Quand Laurent Gbagbo faisait la politique, là, nous, on n'était pas nés. Regardez mon visage, on va avoir les cheveux blancs bientôt. Quand Gbagbo faisait la politique, là, nous, là, on n'était pas nés. On est enfant, peut-être bientôt on sera des grands-pères et grands-mères. Peut-être certains d'entre nous sont des grandes-mères, des grands-pères. On n'était pas nés. Quand Bédié était premier ministre de Côte d'Ivoire, là, nous, on n'était pas nés. On n'était même pas nés. Bédié était premier ministre, était ministre de Côte d'Ivoire, nous, on n'était pas nés. Henri Konan Bédié. Ça veut dire, Houphouët a dirigé le pays pendant 40 ans. Ça fait 70 ans que Bédié fait politique. Toi qui me regardes, tu as 70 ans. Est-ce que toi qui es en train de m'écouter aujourd'hui, tu as quel âge? Est-ce que tu as 70 ans? Mais ça fait 70 ans que Henri Konan Bédié fait de la politique. Ça fait 70 ans, ministre, vice-président de l'Assemblée nationale, président de l'Assemblée nationale, président de la République, chef de l'opposition, 70 ans. Toi qui m'écoutes, de là où tu es, est-ce que tu as 70 ans? C'est beaucoup, hein? C'est plus de demi-siècle. 70 ans, on dit un siècle, c'est 100 ans. Oh. Demi-siècle, c'est 50 ans. Ça fait 70 ans que Bédié fait de la politique. Ministre de l'économie et des finances, merci, Moriba Koné. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi le jeune de Côte d'Ivoire, toi la femme de Côte d'Ivoire, parce que c'est ton enfant qui sort et puis qui meurt à cause de ces gens-là. C'est ton enfant qui sort et puis qui meurt à cause de ces mêmes personnes. Toi-même, tu laisses ton enfant aller se battre, mourir pour eux là. Tu n'as même pas 70 ans. Pourquoi c'est ton bébé là qui va mourir pour des gens
depuis 70 ans qui vivent que de la politique, qui vivent que dans les caisses de l'État, qui vivent que de l'argent du contribuable. Pourquoi ton enfant doit mourir pour eux? Je mets pour pédier du côté. Continue. Donc Laurent Gbagbo, il dit qu'il a commencé la politique là, il avait 14 ans. Il avait 14 ans quand il a commencé la politique. Gbagbo avait 14 ans quand il faisait la politique. Aujourd'hui, il a 76 ans. Il avait 14 ans. Il en a 76. Ça fait 62 ans. 62 ans que Gbagbo fait de la politique. Il vit de la politique. Il vit du contribuable. Il vit des caisses de l'État. Il vit sur le dos du contribuable. Ça fait 62 ans. Toi qui m'écoutes là, tu as quel âge? Est-ce que tu as 62 ans? Toi qui es en train de m'écouter là, est-ce que tu as 62 ans? Moi, je n'ai même pas encore 50 ans. 62 ans, là, ça se rapproche de l'âge de ma maman. « 62 ans, là, ça se rapproche de l'âge de ma mère. » Ça veut dire que quand Gbagbo lui faisait la politique, là, ma maman, peut-être qu'elle était bébé, peut-être qu'elle était enfant, peut-être qu'elle avait moins de 5 ans. Quand Gbagbo faisait la politique, là, moi, ma mère, là, elle n'avait même pas encore 10 ans. Moi, je suis là. Qui n'est qu'à venir mourir pour lui. Il n'est qu'à me battre pour lui. Ou c'est lui maintenant qui doit mener de bonnes actions, qui doit prendre sa retraite pour pouvoir mieux orienter la jeunesse, pour dire, mes enfants, mes fils, les jeunes, les femmes, la jeunesse de Côte d'Ivoire. Nous là, on a commis des erreurs dans notre vie politique. Vous ne devez plus commettre ces mêmes erreurs. Nous, on doit préparer la place pour que l'avenir là soit à l'excellence. Lucie, Ozigbi, je t'embrasse, ma soeur. Jean-Claude Touon, l'âge n'est même pas important. Ce n'est pas l'âge qui est important. Tu ne dois plus mourir pour quelqu'un. Parce que ceux-là, tu n'as pas le même âge avec eux. Ils sont plus âgés que ta maman et puis ton papa. Ils sont plus âgés que ta maman et ton papa. Toi, tu ne dois plus mourir pour des vieillards. Tu dois préserver ta vie. Parce qu'ils n'ont plus rien à te proposer. Ils n'ont pas de solution. Ils n'ont pas de projet. Ils ont vécu que de politique. Ils ne savent rien faire d'autre. Ils n'ont pas d'entreprise. Ils ne sont pas des industriels. Toi, tu ne dois plus mourir pour des vieillards. Mon jeune frère. Tu ne dois plus mourir pour eux. Ne porte plus lesquels pour eux. Ça fait 70 ans, 62 ans qu'ils font la politique. Tu n'as même pas leur âge. Tu n'as pas 62 ans. Tu n'as pas 70 ans. C'est toi qui vas marcher sur le soleil pour des vieillards. Pour une vieille classe politique pareille. Je parle pour toi. Trop de sang a coulé. Je parle pour toi pour que le sang ne coule plus dans notre pays. Le sang qui a coulé, ça vous a apporté quoi? De plus, de mieux. Les gens sont morts pour rien. Les enfants des gens sont morts pour rien. Aujourd'hui, là, personne n'a le courage de dire, faisons un travail de mémoire, devoir de mémoire, la personne ne veut aborder ça. Parce qu'on dit, on a fermé la gamelle. Mais tant qu'on ne fait pas ce travail de mémoire, c'est une bombe à retardement. Je mets ça de côté. Je voulais parler de Laurent Gbagbo. Et dis à mon frère Laurent, oui, parce que c'est mon frère. Laurent n'est pas mon ennemi, contrairement à ce que les gens peuvent raconter. C'est pas parce que j'ai le courage d'interpeller un frère que je suis l'adversaire ou l'ennemi de ce frère.
Laurent n'est pas mon ennemi, c'est mon frère. La preuve, quand il est rentré en Côte d'Ivoire, j'ai dit bonne arrivée Laurent. Quand il a été reçu par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, je dis alléluia, amen. Mais quand ton frère prend un chemin, quand il est en train de rebellote, tu dis, Laurent, il y a caillou devant. Donc je suis venu dire à Laurent, il y a tout devant. C'est même pas caillou. Quand on a 76 ans, on est sage, on a mûri, on a grandi, on a vieilli. C'est pas parce qu'il y a Yombo maintenant, on peut gratter un peu, mettre les cheveux Yombo qu'on est jeune. Dans vos villages là, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents qui ont 76 ans, ils sont comment? Ils se mêlent des affaires des enfants. Laurent est notre frère. Laurent, il y a trop devant. C'est ce courage-là que les gens autour de Laurent Gbagbo n'ont pas eu quand il faisait son temps au pouvoir. C'est cette parole de vérité qu'ils n'ont pas tenue à Laurent quand il était au pouvoir. Et puis Laurent est tombé dans le trou. Je suis sa soeur. Il dit Laurent, il y a trou devant. Quand on a 76 ans, quand on a mené des combats politiques, quand on a 76 ans, quand on a mené des combats politiques, quand on a été premier opposant de Félix Houphouët-Boigny, le grand Félix Houphouët-Boigny, que le monde entier était à ses pieds. Le seul président au monde qui déplace 3000 journalistes, c'est fait Félix Houphouët-Boigny. Mais toi, tu as été opposant à ce grand homme. Ça là, c'est grand. Tu fais tout pour descendre, pour descendre, pour descendre, pour descendre, pour descendre. D'accord? À 76 ans, à 76 ans, de la prison, les appels qui ont été lancés, c'est que Laurent est la pièce maîtresse pour arriver à un processus de réconciliation viable en Côte d'Ivoire. C'était leur outil de communication. Laurent Gbagbo est la pièce maîtresse manquante. Laurent Gbagbo est la pièce maîtresse manquante au processus de réconciliation. Laurent Gbagbo est la pièce manquante au processus de réconciliation. Laurent Gbagbo est la pièce manquante au processus de réconciliation. Ça a été votre chanson. On dit, oh, Gbagbo rentre. Laurent, quand tu rentres là, la première des choses, c'est dans ta propre famille politique, tu dois te réconcilier d'abord. Si tu es capable d'être cette pièce manquante de la réconciliation. Je suis ta soeur. Il y a un devoir de vérité. Je ne cherche pas à être ton ami. Ça ne m'intéresse pas. Parce que tu n'es pas un espoir pour la Côte d'Ivoire de demain. Ce n'est pas mon sujet. Mais à 76 ans, tu devrais être sage. Tu devrais t'animer de sagesse. À 76 ans. Toi, tu crées un nouveau parti politique 2 jours là. À 76 ans. Ça veut dire que tu as fait le las. À 76 ans, tu vas divorcer. À 76 ans, tu crées un nouveau parti politique. C'est quoi tout ce bazar là? Ceux qui m'ont insulté hier à cause de toi, ils disent Laurent est bordélique. On dit Gouza a insulté Laurent Gbagbo. Depuis qu'il est rentré là, vous observez quoi? C'est l'ordre que vous observez autour de lui. Quand tu as un frère, tu dois dire, l'aider à être bien. Fatou Dikara. À 76 ans, tu es dans le négatif. À 76 ans, après 76 ans, tu auras 18 ans. Après 76 ans, on a 24 ans. Après 76 ans, on a 32 ans. Mais après 76 ans, tu te vas dans 80, tu vas vers la tombe. 90, 100. Si Dieu te l'accorde, et je te le souhaite. C'est quoi? C'est à 96 ans
Toi, tu vas être chef des files de l'opposition. Non, mais diantre, c'est quoi ce continent? C'est quoi ce continent, mon Dieu? Vous trimballez le continent dans poubelle, humiliation à humiliation, humiliation à humiliation. Après, c'est vous qui vous dites que les Blancs ne nous respectent pas. Eh bien, le Blanc à 76 ans, il crée sa fondation. Le Blanc à 76 ans, quand il a eu un parcours politique, il crée sa fondation pour s'occuper du social, faire de l'humanitaire. Laurent, toi, ce n'est pas parti politique, tu dois créer maintenant à 76 ans. Ce n'est pas parti politique que tu vas créer. C'est une fondation. La fondation Laurent Gbagbo. Tu vas chercher fondation Laurent Gbagbo. Je te donne des idées. Moi, je suis une femme d'idées. Je pourrais ne pas te donner ça comme idée. Mais vous connaissant, comme vous n'avez pas d'idée, Attends, donne-moi ça, mon cher. Merci. Comme vous n'avez pas d'idée, vous n'avez pas de projet, vous ne savez pas construire, je vous donne l'idée. Fondation Laurent Gbagbo, c'est pas parti politique que tu as créé à 76 ans. C'est quoi? C'est une honte, c'est une humiliation pour toi-même. Qui te donne ce genre de conseils? C'est une humiliation pour toi-même, pour ta vie politique, pour toi-même, ton image, c'est une honte. À 76 ans, Gbagbo crée un parti politique. Tu vas porter les cœurs à 76 ans? Tu vas porter les cœurs à 76 ans, là, tu vas porter les cœurs? Ou bien tu vas porter tes t-shirts de manifestation à 76 ans? Mais c'est humiliant pour ta personne. C'est pas possible, ça. C'est quoi ça, là? C'est incroyable. Ce continent-là surprend toujours les gens, mais de façon négative. Là où les Blancs réussissent à faire, là, nous, on est tout propre. Dans la Gadou. À 76 ans. À 76 ans. C'est quel nouveau parti politique a créé? Allez-y dire à Gbagbo Laurent, Gouzana nous dit, va créer une fondation, la fondation Laurent Gbagbo, et non un parti politique. À 76 ans, quand on a eu ce parcours politique-là, on ne descend pas aussi bas. C'est moi, Gouzana nous dit, dites ça à Laurent Gbagbo. Il y a quoi? C'est quelle vérité on peut dire à Gbagbo? Lui, il est qui? Oh. La paix, là, elle se construit par les actes. Toi, tu veux porter le leket à 76 ans. Tu vas porter le leket et puis tu vas mettre casquette à l'envers, là. À 76 ans, papy fait de la résistance. Ça y est. Ça y est. Papy fait de la résistance. Ça y est, on y est. Pour toi, papy fait de la résistance, c'est le titre de ton film. Ou de ton livre. C'est pas possible. C'est humiliant pour toi-même, pour ton image, pour ta personne. Laurent Gbagbo arrive, il est pièce manquante du processus de réconciliation. Laurent Gbagbo arrive, il est pièce, mais tu arrives là, Assoadou. Ça déjà, Assoadou. Laisse-moi 4 jours, je vais pleurer ma mort. Assoadou. Tu dis que tu pleures ta maman. Ta maman. C'est devant les gens, tu vas faire cinéma ça là. Maman. 4 jours que tu as demandé là, tu n'as même pas respecté. Toi-même, tu as dit 4 jours de silence pour pleurer tes morts. 4 jours, tu as demandé là. Laurent, le dimanche là, tu étais à l'église, tu dansais. Bon, tu dis, on a 4 jours pour pleurer. Le dimanche, tu es à l'église, tu danses. Je dis, oh, vieux là, il est désorienté. Vieux là, il est désorienté. Il y a un truc qui ne va pas. J'ai dit, là, il y a un souci. Il y a un problème. Le lundi, par la presse interposée, tu annonces ton divorce. J'ai dit, oh, là, je crois qu'il y a plus le problème est beaucoup. C'est que là, il y a un vrai problème. Moreau, là, est désorienté. Les 4 jours, tu as demandé, tu n'as pas respecté.
Les 4 jours que tu as demandé publiquement, tu n'as pas respecté. Laurent, il y a quoi? Et que voilà, le président te reçoit de façon solennelle, de façon fraternelle. C'est-à-dire que lui-même, le président Alassane Ouattara a eu pitié, puis il a rehaussé ton image. Est-ce que tu vois? Mais pourquoi vous donnez des mauvais conseils aux vieux là? Le président Alassane Ouattara a rehaussé ton image. Parce que tu es arrivé là, tu as gâté le coin même. Partout. Donc le président a rehaussé ton image. Te recevoir au palais avec tout le régalien, le protocole. Mais Laurent, il a rehaussé ton image. Mais tout ça là, tu sors de là. Ton propre parti politique là, tu n'es pas capable de te réconcilier avec tes propres cadres avec lesquels tu as gouverné hier. Mais tu sais que tu es incapable. C'est que tu es en train de montrer aux yeux du monde entier que finalement, tu as toujours été incapable de réconcilier les Ivoiriens. Même quand tu étais au pouvoir, tu as été incapable. Tu n'as pas été... Tout ce que tu as signé comme accord, Marcoussi, Petrolia, Ghana, Togo, Bénin, Afrique du Sud, Ouaga, de tout ce que tu as signé là, tu n'as pas été capable de réconcilier le pays. Malgré même ton premier ministre là, c'était Guillaume Soro, lui-même le chef rebelle là, tu n'as pas été capable de réconcilier le pays. Bon, on a trouvé des excuses. On a trouvé des excuses et des arguments pour justifier ton incapacité. On a trouvé des excuses malgré nous. Pour dire, ah, c'est parce que le pays était divisé qu'il n'a pas réussi. Ah, c'est parce qu'il y avait la rébellion qu'il n'a pas réussi. Ah, c'est parce que Soros avait les armes, il n'a pas déposé les armes qu'il n'a pas réussi. Ah, c'est parce qu'on a trouvé des excuses malgré ton incapacité. On a justifié ça malgré. Laurent, tu es allé en prison. Gbagbo a dit, 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 il ne faut pas aller aux élections. Gbagbo a dit, il ne faut pas se faire recenser sur la liste électorale. Gbagbo a dit, il ne faut pas en faire ceci là. Et puis Gbagbo a dit, les mêmes là, Gbagbo a dit, Gbagbo a dit, Gbagbo a dit, on était avec Gbagbo a dit pendant 10 ans, Gbagbo a dit. Tu es rentré au pays, Gbagbo a dit. Ton propre parti politique, le FPI est ton arme. Le FPI est ton arme et est ton âme. Les deux. Laurent, c'est moi, cousin Namou, il parle. Le FPI est ton arme et est ton âme. Un homme sans âme est un homme vide. Donc, l'enveloppe dont tu parles là, c'est toi-même qui as enveloppe vide. Tu as enveloppe et puis tu es vide, il n'y a rien dedans. Moi, je ne te cache pas, oui, j'ai dit la vérité. J'ai dit la vérité. J'ai dit la vérité par amour pour mon pays. J'ai dit la vérité par amour pour mes frères et sœurs. Je n'ai pas à mentir parce qu'il gagne rien dedans. Donc pourquoi il a menti? C'est quand tu gagnes, quand tu mens un peu. La vérité, je me la dois à moi-même. Et je la dois à ceux qui me suivent et ceux qui m'écoutent et ceux qui m'entendent. Parce que ce que j'ai dit là, la majorité pense. Mais tout le monde n'a pas le courage de le dire. C'est tout. Sinon, il n'y a rien. Le FPI est ton âme et est ton arme. Donc, un homme sans âme est un homme vide. Est un homme vide, est floco. Donc, l'enveloppe là, c'est toi-même. C'est toi-même l'enveloppe. L'enveloppe vide là, c'est toi-même. Tu as créé un nouveau parti politique, EDS ou IDS. Avec qui? Les pins Godio là. C'est les pins Godio là que tu vas nous resservir là 2 jours là. Mais notre mentalité a évolué. C'est qui est dedans? Les pins Godio là. Laurent Gbagbo, on pensait que, en tout cas moi, je garde encore espoir que tu vas vraiment te ressaisir et tu vas t'inscrire vraiment dans le processus de réconciliation et de paix dans notre pays. Je crois encore que tu vas t'inscrire dans le processus de paix. Je crois encore. Voilà. Je crois. Mais moi, je te prie d'aller faire ta fondation Laurent Gbagbo
plutôt que de créer un parti politique. Parce qu'à 76 ans, c'est ridicule. Vraiment ridicule. C'est ridicule de créer un parti politique à 76 ans. Tu as porté les cœurs à 76 ans. Et puis tu as mené quel combat? Lequel des combats tu veux mener au fait? Le multipartisme là. Mais ça, tu l'as déjà gagné, le multipartisme. Et la Côte d'Ivoire est reconnaissante. Tu l'as gagné, le multipartisme, ce combat. Tu l'as gagné. Ça, je te l'accorde. Parce que grâce à toi, aujourd'hui, il y a plusieurs partis politiques en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est le vrai combat. Mais le reste là, Laurent, tu n'as plus de souffle. Il faut savoir t'arrêter. Laurent, tu n'as plus de souffle. Le souffle, c'est les idées. C'est des projets. Il n'y a plus, tu n'as plus d'idées. Tu n'as plus de projets. Il faut savoir t'arrêter, Laurent. Il faut t'arrêter. Ça va te grandir, ça va te lever. Il faut t'arrêter. Inscris-toi dans un processus de paix et non dans une idée politique où tu vas être un opposant à Alassane Ouattara. Laurent, ça te rend petit. Tu as 76 ans. Tu as été ancien président. Tu vas être opposant de... Soyons sérieux. Soyons sérieux 2 minutes. Tu vas convaincre qui? L'international. Papi fait de la résistance. Ils vont se moquer de nous. Il y a un film, je te conseille de le regarder. Avec Gadabru. Papi fait de la résistance. Là, tu vas te marrer. Ça va? Tu vas passer une très belle soirée avec ce film. Vraiment, je te le conseille. Attends. À 76 ans, on va dire quoi à l'international? Tu vas convaincre qui? Tu étais au pays, tu étais au pouvoir. Président de l'international socialiste en Afrique, Laurent Gbagbo. Président de l'international socialiste. C'est pour ça que la France, à l'époque, sous Jacques Chirac et Lionel Jospin, paix à son âme Jacques Chirac et Lionel Jospin, premier ministre de Jacques Chirac, ils t'ont soutenu en 2000 pour que tu sois au pouvoir en Côte d'Ivoire. Parce que pour eux, tu fais partie de l'international socialiste. Jospin, qui est membre du Parti socialiste en France, t'a apporté le soutien, a convaincu les Ségolène Royal, les François Hollande, les Martine Aubry de t'apporter le soutien. Donc tu avais quand même des alliés quelque part à l'international. Des amis, comme vous dites au niveau du Parti socialiste, des amis. Mais tes amis là, tu arrives au pouvoir, c'est les mêmes qui t'ont lâché. Laurent, pour ceux qui le savent, qu'est-ce que François Hollande a dit? Laurent Gbagbo est infréquentable. Et toi-même, tu sais pourquoi François Hollande a dit ça? Quand Ségolène Royal est venue en Côte d'Ivoire, elle faisait sa tournée africaine avant d'être candidate à l'élection présidentielle de 2007. Tu sais ce que tu as fait sur Ségolène Royal? Je n'ai pas rentré dedans. Je n'ai rien à dire dedans. Moi, je ne fais pas de cassement de papo. Mais tu sais, tu as eu un comportement maladroit, un peu gauche, pas catholique à l'égard de Ségolène Royal. Et ce comportement, chacun peut imaginer. Te connaissant, tu as une sensibilité très sensible avec les femmes. Quand Ségolène Royal est sortie de là, elle a pris son téléphone, elle a appelé François Hollande en France. Elle dit voilà ce que Gbagbo a fait. François Hollande, je me rappelle très bien ici en France. Il est passé sur RTL le matin, il dit, tu sentais même qu'il s'est levé la même là. Il ne s'est pas lavé le visage, tellement qu'il était énervé. Il est venu sur RTL en France, il dit, Laurent Gbagbo est fréquentable. Tu ne peux pas lui envoyer ta femme. Voilà ce que François, c'est ce que ça veut dire. C'est ça, là, toi, tu vas venir convaincre 2 jours à 76 ans encore. Mais soyons lucides. Laurent. Jeannette Kwame, je t'embrasse. Soyons lucides, mon frère. Tu vas les convaincre à 76 ans. Quand tu étais au pouvoir, là, il dit que tu es infréquentable. Ou bien tu vas devenir une partie de droite. La droite française que moi je connais là. Moi je suis de droite. La droite française, c'est une droite de valeurs. Hein. Ah non, ils ne rigolent pas. Si c'est à cause de ça, tu es parti à l'église catholique là.
Parce que j'ai vu ça arriver. Tu es parti à l'église catholique, hein, que ça va convaincre la droite ici. Moi, je suis de droite, hein. Je ne suis pas de gauche. La droite que moi, je connais, là. Jamais. Ça ne sert à rien. Hein. Ça ne sert à rien. Et ils ne sont pas dans les trucs ouïa, ils ne sont pas dedans. Hein. Ils sont comme ça. Ils ne sont pas dans les trucs ouïa, ils ne sont pas dedans. Je mets de côté. De deux. Thérèse Atta, merci beaucoup. Merci. Il dit que mon vieux Laurent, tout est dans son ADN. Moi, il n'a pas dit ça. Bon. Tu crées parti à 76 ans. Tu vas convaincre qui d'autre? Tu vas convaincre qui, Laurent? Personne. Donc, fais ta fondation. Bill Clinton, là, il a été ancien président des États-Unis, mais il a sa fondation Bill Clinton. Sa fondation Clinton, du moins. Bill Clinton a été président des États-Unis. Mais est-ce que tu le vois revenir même faire fouga dans la vie politique aux États-Unis? Non, non, non. Il a sa fondation et il s'occupe, il fait de l'aide, il a l'aide humanitaire, les questions sociales au niveau mondial, là, il prend position, il apporte sa participation. C'est comme ça ton nom reste en haut. Ton nom reste en haut quand tu es dans des actions comme ça. Après le pouvoir, là, il faut que tu fasses autre chose pour que ton nom reste en haut. Mais toi, revenir encore, ben, nous autres là, on sera, moi comme ça, je serai ton adversaire. Si tu dis des candidats en 2025, moi je suis candidate en 2025, je serai ton adversaire. Parce qu'il y a débattre avec toi. Et comme moi, là, il y a beaucoup, oui. Donc nous là, on va s'asseoir encore ici en 2025, c'est pour avoir cette vieille... Non. Ah, vous aussi, pitié de nous. Pourquoi? Nous n'avons pas mis Jésus sur la croix. Pourquoi? Qui va... Non, il faut se rire 2 minutes. Merci ma soeur Corino. Zokazui, merci à toi. Faut arrêter. Tony Blair, ancien premier ministre britannique à Londres là. Tony Blair, pour ceux qui sont à Londres, Tony Blair. Assis Bernabé, je t'embrasse mon frère. Salut à toi. Tony Blair. Mais Tony Blair, sa fondation, est-ce que tu le vois même courir derrière? Non, il a sa fondation, Tony Blair. Il a sa fondation. Il mène des actions. Il parle de aide humanitaire pour réduire la famine. Donc, sur le continent, il y a tellement de sujets comme ça que tu peux porter en créant ta fondation. Tu peux rester dans la vie continentale. Regarde au Soudan. Regarde, bon, tu es parti au Congo la dernière fois. Congo RDC, au Zaïre. Mais à l'est du Congo, là, il y a des femmes mutilées de guerre. Les femmes que la rébellion a détruites à l'est du Congo. Mais c'est un médecin congolais qui a eu pris, il a eu le prix Nobel, c'est ça, un prix là, pour la paix. C'est lui qui, par ses fondations de Tony Blair, de Bill Clinton, qui l'aide pour recueillir des fonds pour réparer les femmes mutilées de guerre. Toi, pendant 10 ans, là, tu as gouverné, il n'y avait que la guerre. La guerre, la guerre, la guerre, la guerre. Village brûlé, la guerre, l'homme brûlé, femme brûlée, la guerre. Donc, normalement, quand tu reviens en Côte d'Ivoire, tu dois mettre tout ça dans un panier pour dire, voilà, moi, pendant 10 années, j'ai eu le pouvoir. J'ai eu le pouvoir accidentellement. Oui, accidentellement, j'ai eu le pouvoir. Mais j'ai quand même eu le pouvoir. Pourtant, rien n'était écrit que même j'allais avoir le pouvoir un jour. Mais accidentellement, j'ai eu le pouvoir. Mais ce pouvoir-là, il a été... Il y a eu des sangs, des pleurs, des larmes. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour réparer mon image? Mais ça, ce sont les questions que tu dois te poser. Il faut te poser ces questions pour dire, voilà, je vais faire ma fondation. Je vais appeler les grandes organisations. Je vais les convier à m'accompagner, à aider ma fondation pour pouvoir prévenir les guerres, puisque moi je sais ce que c'est que la guerre, pour prévenir les guerres sur le continent. Regarde au Mali, le Burkina Faso, regarde.
Les djihadistes là-bas, ce qu'ils sont en train de faire, endeuiller les familles, égorger les gens, brûler les villages. Regarde au Mali, on n'en parle pas. Voilà le cousin des bons là, on a découvert. Bon, comme par miracle, on a découvert lui là, en Guinée. Voilà, tous ces problèmes là. Tu dois prendre position sur ces questions-là et non venir créer un parti politique, Laurent. Laurent, non, quand même, voyons, il faut arrêter. Donc, vraiment, je t'invite à te revoir. Je t'invite à te revoir. Les Ivoiriens ont évolué. Les Ivoiriens ont changé. Les mentalités ont évolué. Ce n'est plus acceptable. Nous ne pouvons plus accepter. Nous, on ne peut plus accepter cela. On ne peut plus accepter. Les anciens présidents, prenez votre retraite, s'il vous plaît. Les anciens présidents, prenez votre retraite, s'il vous plaît. Parce que ça fait honte à la Côte d'Ivoire et à nous, les Ivoiriens. Prenez votre retraite, s'il vous plaît. Même ton ami, Lionel Jospin, qui a perdu les élections en 2002 face à Jean-Marie Le Pen, qui était au deuxième tour, et Chirac au premier tour. Est-ce que tu entends Lionel Jospin dans la vie politique française encore? Il est en bas, hein? Mais Lionel Jospin va venir dire, moi je suis le président du Parti Socialiste. Moi je suis le président du Parti... Mais non! Mais non! Mais non! Mais non, mais non, mais non! Mais non! Mais non! Mais non! Mais non! Mais non! Arrête ça! Tu ne peux pas te réconcilier avec tous tes amis au sein du FPI. Vous êtes divisés. Vous ne vous parlez pas. Chacun est de son côté. Mais c'est que tu peux rien apporter à la Côte d'Ivoire. C'est tout. Tu peux rien apporter à la Côte d'Ivoire, Laurent. Tu peux rien nous apporter. Tu n'as pas de projet. Tu n'as pas d'idée. Tu n'as rien. Tu es vide. Tu es une enveloppe vide. Voilà. J'emploie ton expression. Ouais. Donc voilà. J'emprunte ton expression. Tu es une enveloppe vide. Tu peux rien nous apporter. Allez. Je voudrais venir. Il doit vraiment aller à la retraite. Et puis, ça y est, en Afrique, vous voyez la difficulté. C'est des gens qui n'ont jamais travaillé en réalité. Ils n'ont pas de fiches de paie. Ils n'ont jamais été chefs d'entreprise. Ils ont toujours vécu vécu que de la politique. Ils ont vécu dans les caisses de l'État. Ils ont vécu sur le dos du contribuable, sur notre dos. Ils ont vécu que de ça. Type Laurent Gbagbo. Tu prends Blé Boudé par exemple. Il n'a jamais travaillé. Il n'a jamais eu de fiche de paie. Jamais. Bon, eux, ils ont vécu que de ça. Politique, c'est-à-dire que dans la maillerie politique, c'est dans ça, eux, ils d'abord. Soro Diop, c'est pareil. Ma maillerie politique, ils d'abord dans ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont toujours vécu que dans les caisses de l'État et sur le dos du contribuable. Bon, Kakabe, je respecte son rang de ministre du gouvernement, donc je ne vais pas aller trop fermement parce qu'il est ministre, mais voilà. Kakabe, Soro Diom, Blé Boudé, ils n'ont jamais travaillé. Ils n'ont jamais travaillé de leurs 10 doigts. Non. Bon. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, ceux-là, par exemple, ils ne vont jamais vouloir quitter la vie politique puisque ils ont fait de la politique un métier. En Afrique, ils font de la politique un métier. Je prends des exemples. Vous nommez un ministre aujourd'hui, il pense qu'il doit être ministre à vie. Le jour qu'on l'enlève, il devient un rebelle. Voilà. Parce que pour lui, une fois qu'on t'a nommé ministre ou on t'a nommé DG, c'est à vie. Mais non, c'est pas à vie, on t'a nommé, ça veut dire que quand toi tu arrives là, il y avait quelqu'un qui était là et puis tu es venu. Donc, tu dois te préparer à dire un jour, tu dois partir aussi. Donc, quand tu pars, tu dis merci à la nation qui a permis que tu puisses vivre dignement et décemment. Mais non, quand ils quittent là, ils deviennent des rebelles et puis ils viennent agresser la nation. Mais c'est ça le problème de l'Afrique. Et c'est ça la difficulté de l'Afrique. Jules Onyangui. Il dit, toi, tu vis sur le dos du contribuable. En tout cas, pour l'instant, je ne vis pas encore sur le dos du contribuable, mais je pense que je mérite de vivre je mérite de vivre, hein, d'avoir ce qu'ils ont, parce que ce qu'on leur donne, c'est beaucoup. Hein. Laurent Gbagbo, par exemple,
l'État va décaisser 730 millions de francs CFA pour lui. 730 millions. Laurent Gbagbo, il va toucher 730 millions. C'est pour ça quand il a vu le président, vous l'avez vu, il était content, il riait. Parce que l'État va lui donner 730 millions. Si vous ne savez pas ça, vous le voyez joyeux, content là. Parce qu'il allait voir le président pour dire il veut son rappel d'ancien président. Donc l'État de Côte d'Ivoire, dans la caisse de l'État, sur le dos du contribuable, on va prendre 730 millions qu'on va donner à Gbagbo. C'est pour ça qu'il était content la dernière fois. Il était tout joyeux, heureux, parce que c'est une question de jetons. Voilà. Toi, on te donne combien? Toi, tes parents sont morts, là, t'as donné combien? L'État t'a donné combien? Viens parler. Toi, ton village a brûlé, là, on t'a donné combien? Ah. Tu vas t'asseoir pour avoir bouche pour parler pour la vieillerie, là. Oui, c'est pas possible. Les gens sont dans leur way. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Laurent Gbagbo, s'il ne peut pas se réconcilier avec son propre parti, sa famille politique, il crée sa fondation et basta. Les anciens présidents, prenez votre retraite. Les anciens présidents, Gbagbo et Bédié, prenez vos retraites. Au PDCI RDA, il y a des compétences, il y a des intelligences. Il faut avoir la capacité de promouvoir ces jeunes cadres intelligents qui sont au sein du PDCI. Préparez une relève. Vous ne préparez rien. On dirait que vous devez mourir par... Je ne comprends pas. C'est pas possible. Au RH2P, il y a des intelligences, il y a des compétences. Donc, c'est de mettre tout ça ensemble, de prendre un dedans et dire, tout le monde se met derrière lui, on y va pour 2025. C'est comme ça. Au FPI, bon, il n'y a pas grand-chose. Les intelligences, malheureusement, sont parties. Marcel Gossiot, paix à son âme, qui était quelqu'un de très intelligent. Au FPI, malheureusement, il n'y est plus. Dieu l'a rappelé à lui, paix à son âme. Après, Léondori, Raymond, le jeune député William Atebi et autres, bon, le FPI, il ne reste pas grand-chose. Vous allez me parler de... Les gens vont me dire Kone Katina. Vous allez vraiment m'excuser. Moi, je n'ai même pas envie de parler de Kone Katina. Parce que Kone Katina, là, si c'est en France, là, il ne peut même plus ouvrir sa bouche pour parler. C'est ça la force des grandes puissances, les grandes démocraties. C'est pour ça qu'on dit la France est une grande démocratie. Parce que dans une grande démocratie, là, les Kone Katina, là, ils ne peuvent pas ouvrir leur bouche pour parler. Sa bouche de Kero, là, il ne peut pas parler. Quelqu'un qui a vidé les caisses de l'État, qui a vidé les banques, qui a fui du pays à un Boeing des jetons du pays, il va revenir là pour venir faire politique. C'est en Afrique qu'on peut voir des bêtises pareilles. Après, on est étonné quand les Blancs nous marginalisent. Mais c'est normal qu'on soit marginalisé. Puisque les Africains eux-mêmes, là, ils aiment ça. Ils aiment les conneries. Ils ne sont même pas capables même d'être les citoyens, parler même de la République, parler des institutions, pour protéger les institutions là. On n'est même pas capable. En Europe, Kone Katina ne peut plus ouvrir sa bouche. Chaque mois, il est devant les tribunaux. Aïe. Ou il est devant les commissions à venir expliquer le jeton. Mais en Afrique, comme il a l'argent pour mettre huile sur leur bouche, là, ils deviennent bêtes. Je n'ai même pas envie de parler de celui-là. Je n'ai même pas envie de parler de lui. Ça ne sert à rien. Il n'y a qu'en Afrique. Ça dit qu'on est là, sur un continent, dans des États africains. L'autre vient, il vole. Bon, pour des questions politiques, on passe à la réconciliation, on verse, on ferme les yeux sur ce qu'il a fait. L'autre vient, il casse les banques, il vole tout l'argent. Lui seul, il devient milliardaire. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé. Quelqu'un qui n'est pas industriel. Même si tu es chef d'entreprise, toi, tu ne peux pas être milliardaire comme ça. Dans ton entreprise, tu fais combien de chiffres d'affaires pour qu'elle soit milliardaire? Yeah. Tu es industriel là. En ce moment, on peut dire milliardaire. Là, tu es un industriel. Mais tu n'es pas industriel, tu es milliardaire. Tu t'en es milliardaire là où? Mais tu as volé. Tu as volé.
Mais en Afrique, ils ne sont même pas capables de dire à ces voleurs-là, venez répondre devant des commissions d'enquête, venez répondre devant la loi. Ils sont assis, ils font des fan clubs, des groupes, ils soutiennent les voleurs. L'Africain même là, c'est que la masse même soutient les voleurs. Après, ils sont étonnés. Ah, on n'a rien, mais vous n'avez rien parce qu'il y a un vol. Et vous soutenez les voleurs parce qu'ils vous mettent de l'huile sur la bouche. Quand ils finissent de manger la bonne viande, ils vous l'os. Donc, comme des chiens, vous léchez l'os. C'est de ça qu'il s'agit. Je laisse. On va passer là, il est 1h. Je vais terminer sur M. Pascal Affi-N'Guessan. Je pense que j'en ai fini avec M. Laurent Gbagbo. J'ai mon conseil à donner à un frère. Va faire ta fondation. Parce que l'histoire de venir créer EDS. Pour dire, bon, allez blaguer Simone. Pour dire Simone. Parce que c'est ça, hein, Simone. Bon, EDS qu'on va créer là. Il faut me soutenir en bas. Hein. Comme ça, moi, je serai président de EDS. Et toi, tu seras vice-présidente. Il connaît Laurent, c'est dans ça là, il est. Vous allez venir vous asseoir sur Facebook, dire Gouza avait dit ça. Actuellement, là, il va blaguer Simone pour ne pas que les militants là puissent se déchirer à dire Simone, j'ai fait EDS là. Comme ça, on va tout arracher à Affi. Toi, moi, je serai président. Tu sais que moi, je ne peux pas me présenter parce que Gbagbo sait que en 2025, Gbagbo ne sera pas candidat. Le président Alassane Ouattara, moi, je crois et je prie. Les 75 ans là, ils ne seront plus candidats dans le pays là. Les 75 ans seront plus candidats. Out! Laurent sait. Donc, il va dire, Simone, je vais faire EDS, je serai président, mais comme toi, 75 ans, tu es un peu là, on va négocier un peu pour faire du forcing. Mais Simone, en 2025, je pense qu'elle aurait dépassé quand même le 75 ans, donc il va faire du forcing 1 an et plus. Et il va mettre Simone vice-président. Bon, ça, c'est leur problème, c'est entre eux. Ça ne me regarde pas trop. J'ai eu le conseil à donner à un frère, fais ta fondation. Et puis, il faut militer en faveur de la paix. Il faut militer pour que les femmes ne soient plus violées sur le continent. Moi, c'est le conseil que j'avais donné à Simone Gbagbo. Je dis, crée ton association, fais ta fondation. Et puis, va parler des femmes victimes des guerres. Va parler, va sensibiliser sur que la femme ne soit plus arme de guerre. Voilà des choses qu'il y a à faire. Voilà des choses qu'il y a à faire. Mais vous n'êtes pas là. Vous bagarrez, l'autre veut devenir ministre, président, l'autre veut manger. Mais que la soif du pouvoir. Mais bon, enfin, qu'est-ce que vous voulez? C'est dommage. C'est dommage. Et j'espère que Simone va s'inscrire dans cette démarche-là pour qu'elle puisse sortir aussi grande du lot. C'est le conseil que moi je peux donner à Madame Simone Gbagbo. Je pense qu'elle est très intelligente et elle est capable de le faire. J'espère qu'elle le fera. En tout cas, j'espère qu'elle le fera. J'espère. Je laisse ça de côté. Revenons à M. Pascal Affi-N'Guessan. Mathias dit, parlons d'Affi-N'Guessan. Affi, on ne va pas durer longtemps. Parce que M. Pascal Affi-N'Guessan, sa difficulté réelle, moi je le dis, la difficulté réelle de Pascal Affi-N'Guessan, c'est qu'il manque de courage. Je ne sais pas pourquoi. Face à Gbagbo, il manque de courage. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui le bloque. Il doit être bloqué, je ne sais pas. Mais face à Laurent Gbagbo, il ne prend pas de décisions fermes. Il est toujours ni. Un coup oui, un coup non. Et un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Ben à la fin, on se fait ridiculiser en public. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Moi, Gouza Naounou, j'ai dit à Pascal Affi-N'Guessan en 2015, j'ai essayé de faire ce que je pouvais faire pour lui. Ça, j'en parle pas, je laisse ça de côté. Je parle des élections. Des élections. Et je vais vous montrer quelques images. Je vais vous montrer quelques images. Ici, c'est M. Henri Konan Bédier. C'est M. Henri Konan Bédier. Maïwen. Excusez-moi mes amis, un instant. Maïwen. Je t'appelle. Excusez-moi mes amis, un instant. J'arrive. Un instant. Mais je t'ai demandé un truc, tu ne veux pas. Il est 21h déjà. Oh, mes amis, on va se laisser chop. Il est 21h déjà. Il est déjà 21h, on ne va pas durer. On ne va pas trop durer. C'est une petite bière blanche, je vais boire. J'ai un peu chaud. Voilà. C'est M. Henri Konan Bédier qui a voté oui à la 3e République. Henri Konan Bédier, président du PDCI RDA.
qui a voté oui à la Troisième République. Ok. Ici, on a M. Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire à l'époque, et qui a voté oui pour la Troisième République. Je vous montre ces images-là pour revenir sur M. Pascal Affi N'Guessan. Ici, on a Maurice Kakou Dikawe. Lui-même, il a porté carrément le t-shirt du président Alassane Ouattara pour faire campagne pour la Troisième République. Très bien. Mes amis, tous ceux-là ont voté pour la Troisième République. Revenons sur M. Affi N'Guessan et M. Laurent Gbagbo. Tous ceux-là ont voté pour la Troisième République. Ils ont voté pour la Troisième République. Pendant qu'ils appelaient et ils faisaient campagne pour la Troisième République, Pascal Affi N'Guessan, à l'époque, je me rappelle bien, a fait une conférence de presse dans laquelle il a dit: votons non à la Troisième République. Mais comme il était minoritaire, la voix était minoritaire, elle n'était pas majoritaire, donc sa voix ne se fait pas entendre. Il dit votons non à la Troisième République. Pascal Affi N'Guessan. Il dit la Troisième République, là, une fois qu'elle est votée, le président Alassane Ouattara a le droit légitime de se présenter à l'élection présidentielle. Moi, je me rappelle très bien Pascal Affi N'Guessan. Pendant que Affi N'Guessan lui disait de voter non à la Troisième République, Soro Guillaume dit de voter oui à la Troisième République. Henri Konan Béné dit de voter oui à la Troisième République. Tout en sachant que la Troisième République donne toute légitimité au président sortant de se représenter et de se présenter pour le premier mandat de la Troisième République. Parce qu'il ne suffit pas de dire on veut diriger l'État sans connaître les institutions. Quand on veut diriger, là, il faut apprendre les institutions, les textes de loi, il faut les lire, il faut les comprendre. Donc, Affi N'Guessan, là, lui, il disait non. Bédié disait oui. Dikawe disait oui. Lui-même faisait campagne partout. Soro disait oui. Soro même faisait campagne pendant ce temps-là. C'est-à-dire que les gens mangent dans ça. Donc, on va leur donner l'argent pour aller faire campagne de la Troisième République. Ils sont contents. Ils mangent, ils sont contents. Chacun fait campagne. Oh, Troisième République. Mais la Troisième République donne la légitimité au président de se présenter pour le premier mandat de la Troisième République. Donc, toi, Affi N'Guessan, là, toi-même, tu as fait conférence de presse et puis tu as dit ça. Une fois que tu as dit ça, quand l'élection présidentielle approche, tu fais le choix de ne pas déposer ta candidature. Là, tu fais le choix politique. De dire, moi, je fais le choix politique en tant que président des partis de ne pas participer à cette élection parce que je suis contre la Troisième République. Ça, on se dit, c'est un choix politique. Il pose un débat politique. Affi N'Guessan ne l'a pas fait. Il allait déposer ses dossiers. Bien, les dossiers qu'on a demandés pour être candidat à l'élection présidentielle, là. Pascal Affi a pris, il allait déposer ça à la CEI. Pour dire que lui, il dépose ses dossiers de candidature pour être candidat à l'élection présidentielle. Très bien. Donc, une fois que tu réfléchis avec ton équipe, avec tes conseillers, que tu décides de participer à l'expression démocratique, c'est à saluer. Bravo. Tu as pris tes dossiers, tu as les déposer. Henri Konan Bédié a pris ses dossiers. C'est normal puisqu'il a fait campagne pour la Troisième République. Donc c'est normal qu'il soit candidat. Donc ça se comprend. Il a pris ses dossiers, il allait déposer au conseil, à la CEI, à la commission électorale indépendante. Affi, à la sortie de la commission électorale indépendante, Affi lui-même a fait une conférence de presse. Il s'est réjoui du fait que le président, le conseil, la commission électorale indépendante a pris ses dossiers et il a fait une conférence de presse pour annoncer qu'il a déposé
sa candidature à pour l'élection d'octobre 2020. Soro Guillaume, lui, qui a fui du pays à distance, dit qu'il est candidat. On savait que lui faisait une com de rue. C'est de la com de rue pour se faire remarquer. C'est de la com de rue. C'est un peu une connerie, quoi. Bon, bref. Mais quand une fois, tu es responsable politique, tu as réfléchi en âme et conscience, tu allais déposer tes dossiers à la commission électorale indépendante. Pascal, tu vas aux élections. Tu vas aux élections parce que c'est le FPI qui a déposé son dossier pour que le président du FPI, donc Pascal Affi N'Guessan, soit candidat à l'élection présidentielle. Tu vas aux élections. Tu déposes tes dossiers à 2 semaines des élections. Et tu décides de ne plus participer aux élections. Nom de Dieu. Nom de Dieu, qui t'a conseillé? Qui t'a conseillé? À 2 semaines des élections, tu décides de ne pas participer aux élections. Mais tu t'es tiré une balle dans les pieds. Même 2 balles dans les pieds. Tu t'es tué toi-même. Bédier t'encourage. Soro est assis ici en France. Et c'est un gamin comme ça qui vous manipule. C'est un gamin comme ça qui vous manipule. N'allez pas aux élections parce que lui, Soro, son dossier n'est pas accepté. Donc lui, Soro Guillaume, il va vous dire à vous. Dégâts. Dégâts. C'est gâté. Parce que lui, Soro Guillaume, son dossier n'est pas accepté. Et il vous dit, vous, des anciens comme ça, c'est Soro Guillaume là, c'est ce gamin là qui va vous manipuler pour ne pas aller aux élections. Ibrahim Roland Djoumi, les gars, c'est quoi ça? Et vous vous asseyez, vous décidez, on boycotte, allez vous faites une réunion, on appelle à la désobéissance. Mais c'est, quand j'ai appris ça, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que ce désordre? Je dis, mais Affi est en train de se tirer des balles dans les pieds. Affi est en train de se tirer des balles dans le pied. Je fais partie des bras des personnes. J'avais fait une vidéo pour appeler Pascal Affi N'Guessan à aller aux élections. C'est là que je me suis assis. J'ai dit, ouais, Gossio Marcel n'est plus là vraiment. Affi est perdu. Moi, je vous l'avais dit. Depuis la mort de Marcel Gossio, il perd à son âme. Affi est paumé, il est perdu. C'est la vérité, je vous dis. Marcel Gossio, c'était un grand homme politique. Vraiment. J'ai dit, ouais, c'est quoi? J'ai appelé des personnes, des proches collaborateurs de Pascal Affi N'Guessan. J'ai dit, vous là, mais Affi est en train de faire une connerie. Comment il peut déposer ses dossiers et lui dit, il ne va pas aux élections? Ils disent, ah, bon, il a décidé, il n'a pas consulté, et ceci et cela. J'ai dit, c'est une connerie. Hein. Pour ceux qui se souviennent, je pense que dans ce temps-là, je suis allé rapidement à Abidjan. Il y a des personnalités qui m'ont approché, qui m'ont dit, mais... Et qui ont posé le même... Qui ont demandé mon avis sur le refus de Pascal Affi N'Guessan. J'ai dit, ah, moi, mon avis, je suis quand même surprise. Mais je pense que c'est une connerie et que c'est une stratégie de Soro Guillaume pour diviser le FPI. Plus il divise le FPI, Soro Guillaume, dans son jeu, il pense que en divisant le FPI, parce qu'il a quand même il a des émissaires quand même auprès de Laurent Gbagbo, Soro Guillaume. Bon, je ne rentre pas dans les noms, ça ne me regarde pas. Donc Soro Guillaume, son jeu, c'est d'amener Laurent Gbagbo à diviser, à fragiliser plus le FPI. Comme ça, lui, il sait que une partie du FPI qui sera à Laurent Gbagbo, Soro Guillaume pense que cette partie-là sera à lui. Donc lui, il est dans ce jeu-là. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Vous allez venir vous asseoir sur Facebook si vous me dites Gouza avait dit. Aujourd'hui, déjà, m'envoie des messages pour dire Gouza, tout ce que tu as dit là, faut nous montrer. Hein? Je dis Gouza, il dit quoi? Je vais lui montrer mon féticheur. Ça m'a fait rire, je l'embrasse, je le salue. J'ai trouvé ça marrant son message.
Je le trouve drôle. Il est très intéressant, son message. Il est vrai, il est intéressant à la fois. Voilà. Donc, Soro Guillaume va diviser le FPI. La partie qui sera avec Gbagbo, là. Soro Guillaume pense que cette partie du FPI qui sera avec Laurent Gbagbo sera avec lui. Donc, Soro Guillaume, lui, il a de sa stratégie. Écoutez, c'est des bonnes guerres. Hein? Chacun a sa stratégie, hein, c'est des bonnes guerres. Donc, j'ai dit aux collaborateurs de Pascal Affi N'Guessan, quand je suis arrivé à Abidjan, j'ai rencontré certains, je leur ai dit, allez-y aux élections. Insistez auprès de Pascal Affi N'Guessan, il faut qu'il participe à ces élections. Si Pascal Affi N'Guessan ne participe pas à ces élections-là, mais il est cuit dans le dispositif. Moi, Bouza Naounou, je l'ai dit. J'ai dit aux collaborateurs de Affi N'Guessan. J'ai même envoyé certains pour dire, dites à Kili qu'ils s'accompagnent. De dire à Affi d'aller aux élections. C'est vrai qu'il ne va pas gagner les élections, mais ça lui donne une légitimité. Mais attendez, vous faites la politique, vous n'avez pas de stratégie. Mais ça sert à quoi? Mais ça sert à quoi? Ça sert à rien. Les Blancs, là, ils payent les gens pour leur donner des stratégies. Vous faites la politique, là, où ils sont assis en famille, entre copains, entre amis, là. Chacun, ça rigole, ça raconte rien de bon. Et puis, ça sort de là. Et puis, quand il a une idée. Et puis, mais non, mais la stratégie, mais la politique, là. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Comment Affi participa aux élections? Mais s'il ne participe pas aux élections, qui ne participe pas aux élections n'est pas un opposant au pouvoir en place. Soyons sérieux. Non, ce n'est pas des opposants. C'est tout. Aujourd'hui, là, voilà l'histoire me donne raison. Gbagbo dit Affi à enveloppe. On n'a qu'à faire comment? Ben oui, parce que ça veut dire quoi? C'est imagé. Si tu es un parti politique qui ne participe pas aux élections, bah tu as une enveloppe. Voilà. Même si Gbagbo lui-même aussi, il a une enveloppe aussi. Hein. Bon, faut pas non plus exagérer. Lui, il a une enveloppe, une vieille enveloppe. Hein. Bon, voilà. Donc, voilà. Mes amis, moi, j'ai plus rien à dire. J'ai plus rien à dire. Affi a fait l'erreur. Et il entend, je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'il est en train de... Il prend conscience qu'il avait fait une erreur à l'époque. De ne pas participer à ces élections. Affi N'Guessan s'est fait avoir. Et par Henri Konan Bédié. Et par Gbagbo qui envoyait des signaux. Parce que Gbagbo, c'est un stratège. Hein? Il te roule dans la farine comme du momi. Il te grille sur les deux côtés. Et une fois que les deux côtés deviennent bien noirs, il te jette. Donc, Gbagbo faisait des signaux parce que, parce que Gbagbo avait peur que Affi participe aux élections. Parce que si Affi N'Guessan participe aux élections, il a toute la légitimité d'être l'opposition du pouvoir en place. C'est ça aussi le débat. C'est ça aussi le jeu politique. C'est ça aussi l'affaire de la politique. C'est ça la politique. Non? Gbagbo envoie des signaux pour dire oui, dites à Affi que j'arrive. On va se réconcilier. Mais Affi qui croit, qui a cru à Laurent et qui croyait que Laurent était de bon sens. Attends, tu l'as quand même côtoyé pendant des années. Tu peux quand même imaginer qui il est, Laurent. Et Affi a cru que Laurent était de bonne volonté et que Laurent avait vraiment envie. Moi, je me rappelle très bien quand Pascal Affi N'Guessan a rencontré le Parti Socialiste en France. Je ne rentre pas dans les détails. Je ne rentre pas dans les détails. Quand le Parti Socialiste en France a demandé à Pascal Affi N'Guessan de changer le nom du FPI, je me rappelle très bien. C'était émouvant à la fois, mais j'ai dit dommage. Ils ont demandé à Pascal Affi N'Guessan, et ça, je mets ma main à couper. Je ne rentre pas dans les détails. Ils ont dit à Affi N'Guessan, je dis le Parti Socialiste, de Solferino à l'époque, quand Badélis était président du Parti Socialiste, il a dit à Pascal Affi N'Guessan, c'est pas derrière, c'est pas devant. Il dit, change le nom du parti. Les dissidents, là, c'est ce qu'on appelle les Gauls, là. Ils ont dit, c'est que la France, là, on dit les Gauls, là, ils ne veulent pas entendre. Le Parti Socialiste Français dit Gauls, ils ne veulent pas entendre ça. C'est moi, Bouza Naounou, qui dit ça. Et je n'ai pas dit que c'est derrière quelqu'un. Aïe, moi, mon boulot, là, c'est de faire des mises en relation. J'ai fait du lobbying. Et j'ai fait cette mise en relation. Affi est là. Lui-même, là, il va dire ce que la fille a dit, c'est vrai. Ce jour-là, j'ai été peiné. Parce que la parole que Affi a donnée, il a dit,
Ce sont mes amis, ce sont mes frères. Ils vont revenir à la maison. Parole de Pascal Affi-N'Guessan. Je n'ai pas dit derrière quelqu'un. Parce que c'est moi-même qui ai organisé la rencontre. Ce n'est pas quelqu'un qui a organisé ça. Aïe. Je sais de quoi je parle. Je ne rentre pas dans les détails. Affi-N'Guessan, le Parti socialiste français a dit à Affi, change le nom du parti. Ceux qu'on appelle Gbagbo ou rien là, on les considère comme des extrémistes. Et le Parti socialiste ne veut pas entendre parler. C'est de ça qu'il s'agit. Affi-N'Guessan a pris la parole. Il dit, ce sont mes frères. Affi dit, ce sont mes frères. Ils vont revenir à la maison. Quand nous sommes sortis de là, moi-même, j'ai dit à Pascal Affi-N'Guessan, à mon grand frère Gossio Marcel, père à son âme, le ministre actuel, Alcide Didier, était présent à l'époque. Je leur ai dit, quand vous rentrez en Côte d'Ivoire, là, changez le nom du parti. Ceux qu'on appelle les Go, là, ils vont découvrir Gbagbo plus tard et ils vont venir vous rejoindre. Changez ça. Ce que les gens vous ont dit, là, faites ça. Ceux qu'on appelle Go, là, ils vont venir vous rejoindre. Affi dit, ce sont ses frères. Ils vont revenir à la raison. Aujourd'hui, là, ils sont... Et c'est là où ça fait... C'est triste, quoi. C'est-à-dire que Affi a cru naïvement à la bonne volonté de Laurent Gbagbo de réconcilier le parti, je dis socialiste, le FPI. Et il a cru... mais il sait que Gbagbo... Gaï Robert dit c'est un boulanger, c'est pas pour rien, il a dit. Hein. Paix à son âme. C'est pas pour rien, il a dit. Gbagbo, lui, tout doit tourner autour de sa personne. Hein. Si c'est pas lui, c'est rien. Voilà. Donc, il a tué le parti et il va vous tuer avec le parti. Et bien voilà. Et puis, quitte à négocier avec Soro Guillaume pour lui donner le reste, les restangolos du FPI, c'est-à-dire les restangolos militants, parce que les militants sont dans le parti. Hein. Voilà. Je ne crois pas que les Go vont aller rejoindre Soro Guillaume. Jamais ils pardonneront à Soro Guillaume. Soro Guillaume, lui, il se trompe. Hein. Les Go vont jamais lui pardonner. Jamais. C'est là qu'il ne connaît pas les Go. Donc, Soro Guillaume espère recueillir les restangolos hein, du FPI. Donc, Soro Guillaume a bien engraissé, a bien marmaillé Gbagbo pour dire tue le FPI, tue les militants, les restangolos, je prends. Ben, voilà. Mes frères et sœurs, il est 1h22. Je vous embrasse. Je vais m'arrêter là et je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, on m'a envoyé des messages sur l'actualité qui circule aussi sur la toile. Si j'ai un bout de temps demain, on en parlera. Je vous embrasse tous. Brissegui, salut à toi, jeune frère. Deyade Jab, je vous embrasse vous tous. Merci. Merci, j'ai vu ma princesse Akissi. Elle a chargé quelqu'un sur ma page. Akissi a chargé la personne. Chantoulé. Bon, j'ai appelé mes filles, elles vont monter sur la personne là. Guiche. Nous on fait des pandés. Hein. Nous on joue pas, on fait pandés. Est-ce que vous avez les femmes qui font pandés un coup quand t'as pas? Demain. Lucie aussi. Je vous embrasse tous. Merci, merci, merci. Modestine Seibi. Oh, il dit, oh, pourquoi Ibrahim Roland Doumbia? Il dit, oh, pourquoi c'est fini? Mes téléviseurs est fini ce soir. On fait comme au pays là. Et puis ça fait... Voilà. Je vous embrasse tous et je vous dis à demain. Bye bye. Bis.